Alors, la vidéo actuelle va traiter de la fabrication de ce qu'on appelle un parallélépipède. C'est simplement comme un monolithe, une pièce dont les surfaces sont soit parallèles entre elles ou perpendiculaires. Les dimensions, elles, peuvent être variables. Alors, le nom précisément, c'est un nom assez complexe. Alors, notre parallélépipède, on voit qu'on a nommé les surfaces. Ça va être beaucoup plus simple pour fonctionner. Alors, A, B, C, D, E, F. Nous aurons 3 dimensions linéaires à respecter, 24 par 36 par 66. Vous pouvez remarquer que la dimension de 66 a une immense tolérance. C'est parce que cette pièce-là, une fois qu'elle va être terminée, on va la couper en 3, puis elle va servir à fabriquer 3 composantes de notre étau. Alors, il y aura des tolérances très serrées pour 2 dimensions, 24 et 36. On va voir dans les tolérances générales, plus ou moins 8 centièmes. Alors, il n'y a que 2 dimensions qui vont avoir une tolérance aussi serrée. Toutes les autres tolérances sont des tolérances géométriques qui ont rapport avec les angles entre les surfaces. Alors, pour à la fois alléger le plan et vous permettre d'avoir un tableau pour prendre des notes pendant que vous allez travailler, on a fait une grille où on retrouve à l'horizontale et à la verticale les surfaces A à F. Puis, dans les différentes cases, lorsque ça s'applique, lorsqu'elles ne sont pas grises, on verra des tolérances géométriques. Par exemple, on peut voir ici que entre la surface B et la surface A, il y a une tolérance géométrique de parallélisme de 5 centièmes de millimètre. Puis, donc, notre surface de départ, la première surface qu'on va fabriquer, ça va être A. Puis ensuite, on va fraiser B. Puis B devra être parallèle à A. Et ainsi de suite. Donc, les tolérances s'appliquent aussi dans l'ordre où on va fabriquer les surfaces. Alors, par exemple, lorsqu'on va fabriquer C, C va devoir être perpendiculaire à A. Donc, A va être notre surface de départ. Puis ainsi de suite. Ensuite, il faudra faire D. On aperçoit D qui va devoir être perpendiculaire à A et à la fois parallèle à C. Logiquement, si la tolérance de perpendicularité est respectée, si C est perpendiculaire à A puis D est perpendiculaire à A, normalement, D et C devraient être parallèles, compte tenu des tolérances demandées. Ainsi donc, à mesure qu'on génère de nouvelles surfaces, les contraintes sont de plus en plus grandes. Par exemple, D va devoir être perpendiculaire à A et parallèle à C. Ensuite, E devra être perpendiculaire à A, perpendiculaire à C. Puis F va devoir respecter 3 tolérances. F va devoir être perpendiculaire à A, perpendiculaire à C et parallèle à E. Donc, plus ça va aller, plus ça va être compliqué ou difficile de respecter les tolérances. Puis d'ailleurs, les tolérances sont relativement serrées. Ça va être la difficulté majeure lors de la fabrication du parallélépipède, c'est de respecter des tolérances aussi serrées de perpendicularité et de parallélisme en dedans de 5 centièmes de millimètre. Puis d'ailleurs, vous pouvez dès maintenant connaître la pondération de chacune des dimensions. On voit ici que c'est inscrit que 2 cotes linéaires valent 20 points. On se doute que ce sont les 2 cotes qui ont une tolérance serrée, soit 36 et 24, qui ont plus ou moins 8 centièmes de tolérance. Puis il y a une cote linéaire qui vaut 5 points. Puis on se doute que c'est celle dont la tolérance est la plus large. D'ailleurs, ces 5 points-là sont comme des points de participation. Quelqu'un qui ne réussira pas cette cote-là pourra remettre en question sa capacité de concentration quand il travaille. Les 9 cotes angulaires vont avoir une valeur équivalente de 5 points chacune. Puis l'aspect général de la pièce vaudra 10 points. Alors ici, on a une pièce de bois sur laquelle on aperçoit différentes flèches. Cette pièce de bois-là va nous servir à comprendre des notions essentielles au concept qu'on appelle l'isostatisme. On va le voir tantôt, l'isostatisme, c'est une forme de langage graphique qui sert dans le domaine de l'usinage. Ça veut aussi dire d'autres choses dans le domaine de la résistance des matériaux. Dans notre contexte, l'isostatisme a rapport avec la capacité de positionner une pièce avec précision puis de connaître ses surfaces d'appui. Alors, les flèches qu'on aperçoit sur la pièce résument
une notion importante, c'est que chaque objet dans l'espace, dans un repère en 3 dimensions, un repère orthogonal, là on pourrait avoir 3 axes perpendiculaires entre eux. On pourrait avoir ici l'axe des X, l'axe des Y qui forment le plan horizontal et on aurait un axe vertical qui serait l'axe Z. Dans un repère comme ça, on a besoin de 6 nombres pour positionner exactement un objet. Pour le positionner, pour savoir où il se trouve dans l'espace, l'objet peut être selon 3 coordonnées en translation. On pourrait avoir une position en X, une position en Y et une position en Z. Donc, on pourrait connaître la position du centre de gravité de cette pièce de bois-là à l'aide de 3 nombres, X, Y, Z. Ensuite, c'est que la pièce peut avoir une orientation dans l'espace par rapport à son référentiel à elle. C'est que la pièce peut avoir une position angulaire selon un premier axe, comme ça. Ensuite, un deuxième axe qui serait vertical. Et un troisième axe ici. Donc, avec 6 nombres, 3 translations et 3 rotations, je peux connaître la position dans l'espace d'une pièce, la position exacte. Donc, j'aurai la position de son centre de gravité et l'orientation de la pièce dans l'espace ensuite. Donc, avec 6 nombres, je peux placer n'importe où dans l'univers un objet, savoir exactement son orientation et sa position. Notre objectif, lorsqu'on va faire de l'usinage, c'est de s'assurer que l'on connaît exactement ces 6 nombres-là. Où se situe la pièce et quelle est son orientation et par rapport à quelle surface. Alors, les 6 mouvements possibles de cette pièce-là, X, Y, Z et 3 rotations, c'est ce qu'on appelle 6 degrés de liberté de la pièce. Et ces 6 degrés de liberté-là vont devoir être bloqués pour que la pièce puisse être usinée en sachant exactement quelles sont nos surfaces de référence et quels sont l'angle des surfaces qu'on génère par rapport à celles qui existent déjà. Alors ici, on a une espèce de petite boîte avec des parois qui contiennent des pointes en aluminium qui vont symboliser 6 flèches. Puis d'après le langage d'isostatisme, chacune de ces flèches a la capacité de bloquer un degré de liberté d'une pièce. Puis en fonction de ce langage-là, on pourra rapidement, sur une gamme de fabrication, indiquer quelles sont les surfaces d'appui primaires, secondaires, tertiaires. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. Alors, pour bien comprendre comment on conceptualise la notion de degré de liberté et comment ces flèches-là peuvent les bloquer, c'est que ce qu'on fait lorsqu'on interprète un schéma dans une gamme de fabrication et qu'on aperçoit des flèches qui sont tracées sur le schéma et qui touchent la pièce selon différentes vues, on va interpréter ces flèches-là comme étant de petits aimants. Vous savez comment fonctionne un aimant sur une pièce de métal? Une fois qu'un aimant est collé sur une pièce est collée sur un aimant, on a beaucoup de difficultés à décoller la pièce de l'aimant. Par contre, on arrive à glisser la pièce sur l'aimant. Ça va nous aider à conceptualiser comment on va interpréter ces flèches-là sur nos surfaces. Alors, ce qu'on dit au départ, on dit que chacune des flèches a la capacité de bloquer un degré de liberté. On va vérifier si c'est vrai. Par exemple, ici, j'ai 3 flèches. Si j'appuie ma pièce sur les 3 flèches, d'après notre théorème de base, on dit qu'il y a 3 degrés de liberté de la pièce qui ont été bloqués. Voyons voir d'abord quels sont les degrés qui demeurent. La pièce, elle peut se déplacer, et puisqu'elle peut glisser sur les aimants, mais qu'elle ne peut pas se décoller. On va regardez, la pièce peut se déplacer en translation ici de gauche à droite. On a encore un degré de libre. Elle peut se déplacer en translation de l'avant vers l'arrière. Est-ce qu'elle peut se déplacer en translation verticale? Non. Quelles sont les rotations possibles? Je pourrais faire une rotation comme ça. Alors, j'ai donc un degré de liberté. Ici, j'ai une rotation possible. Alors, les degrés de liberté qui demeurent, c'est une rotation selon un axe vertical. Je peux encore tourner la pièce comme ça. Je peux lui faire une translation de gauche à droite et une translation de l'arrière vers l'avant. Mais est-ce que je peux faire une rotation selon un axe comme ça? Pour y arriver, il faudrait absolument que je décolle la pièce d'un des aimants. Et la même chose, si je voulais faire une translation selon un axe de droite à gauche, je serais obligé nécessairement de décoller la pièce d'un des aimants. Donc, avec 3 flèches,
J'ai bloqué 3 degrés de liberté, qui sont une translation verticale. C'est impossible de faire une translation verticale sans décoller. Puis, il y a 2 rotations qui sont impossibles aussi. Donc, j'ai 3 degrés de liberté de bloquer et 3 degrés qui demeurent. OK? Pour l'instant, on se demande à quoi ça va servir. Là. On va le voir dans un instant. Admettons que je rajoute 2 flèches. Théoriquement, avec ça, je bloquerais 5 degrés de liberté. Alors, si je m'appuie sur la surface et que je viens de plus m'appuyer sur les 2 aimants au fond, tout ce que je peux faire maintenant, c'est une translation de gauche à droite. Parce qu'avec les 2 aimants, maintenant, je ne peux plus faire de rotation selon un axe vertical et je ne peux plus faire de translation de l'avant vers l'arrière. Tout ce qui me reste, c'est une translation de gauche à droite. J'ai donc effectivement bloqué 5 degrés de liberté et il m'en reste un seul qui serait une translation. Alors maintenant, si je rajoute une 6e flèche et que j'appuie la pièce sur les 6 flèches, il est impossible de bouger cette pièce-là sans la décoller d'un des 6 aimants. Donc, j'ai bloqué mes 6 degrés de liberté et la pièce est complètement immobile. Quels sont les plans principaux sur cette pièce-là, les plus importants? Eh bien, c'est les plans qui sont en contact avec le plus de flèches. Donc, le dessous de ma pièce est une surface de référence primaire parce que c'est celle qui apporte le plus de stabilité à la pièce. J'ai 3 degrés de liberté de bloquer. À l'arrière, j'ai 2 flèches. J'ai 2 degrés de liberté de bloquer. Ça serait mon référentiel secondaire. Et mon 3e référentiel, le tertiaire, serait la flèche qui est à droite. Ce que ça me permet de savoir, c'est qu'actuellement, la pièce, si je devais la fraiser sur le dessus, eh bien, je la fraiserais parallèlement à la surface du dessous, à cause de sa position. Parce que si je m'appuie seulement sur les 2 flèches qui sont à l'arrière, la pièce pourrait toujours tourner comme ça. Puis en fraisant, je ne saurais pas si je suis perpendiculaire à la surface d'appui en arrière. Donc, si je veux fraiser le dessus parallèle au dessous, c'est très important que la surface d'appui principale, primaire, soit le dessous de la pièce. Si cependant je voulais fraiser perpendiculairement à l'arrière, avec la configuration actuelle, ce ne serait pas possible. Il faudrait plutôt que le plan arrière bloque 3 degrés de liberté pour que le plan soit stabilisé. Alors, on pourrait tourner notre modèle de côté pour voir ça. Si mon étau était comme ceci et que je bloquais 3 degrés de liberté avec une surface verticale, à ce moment-là, si je m'en viens appuyer ma pièce sur mes 3 aimants, je ne peux que tourner et glisser selon 2 translations. Mais si je venais fraiser, à ce moment-là, je suis sûr, je pourrais fraiser cette surface-là perpendiculaire à celle qui est à l'arrière parce qu'elle ne peut pas tourner comme ça maintenant. J'ai 3 degrés de bloqué. De plus, je pourrais vouloir un parallélisme selon un axe comme ça. Alors, je pourrais bloquer 2 degrés de liberté sous la pièce. Alors maintenant, je suis bloqué en rotation dans ce sens-là et en translation. Puis ensuite, je viens bloquer mon 6e degré de liberté ici. Le 6e degré de liberté, physiquement, c'est la force de friction entre le mort fixe et le mort mobile sur l'étau. Alors, on voit l'importance de bien connaître quelles sont nos surfaces d'appui au moment où on usine. Puis pour ça, avec le langage d'isostatisme, je pourrais, dans une gamme de fabrication, simplement tracer 6 flèches sur les surfaces de notre pièce, puis instantanément indiquer quelles sont nos surfaces de référence pendant l'usinage. Puis on va voir dans un étau à quoi ça correspond. Donc, dans un étau, comment est-ce qu'on peut interpréter les notions d'isostatisme qu'on vient de regarder? Alors, on va commencer avec un cas quasiment absurde, on pourrait dire, le cas hyperstatique idéal. Si je mets une pièce simplement au fond de l'étau comme ça et que je serre, quelle est ma surface de référence? On n'en a aucune idée. Est-ce que c'est la surface A qui est appuyée sur le mort fixe? Ou est-ce que c'est la surface D qui est appuyée au fond de l'étau? Ou est-ce que c'est le mort mobile qui gagne par rapport au mort fixe, puis là, à ce moment-là, la surface de référence devient le mort mobile? On ne sait pas. Première intuition, le mort mobile présentant un certain jeu très très léger, on pourrait dire que dans le cas où ce serait une surface verticale qui gagne ici comme surface d'appui, bien, ce serait le mort fixe. Bon. Mais ça n'enlève pas l'inconnu. Est-ce que c'est la surface D qui est installée au fond de l'étau ou est-ce que c'est la surface B qui est appuyée
c'est-à-dire la surface A. Est-ce que c'est la surface A qui est appuyée sur le mort fixe? Admettons que je voudrais fraiser la surface D, la surface C parallèlement à la surface D. Alors là, je pourrais mettre la pièce au fond de l'étau et serrer la pièce sur le mort fixe de façon à ce qu'elle soit libre de rouler pour être certain que la surface d'appui à ce moment-là, c'est le fond de l'étau et non pas le mort fixe. Alors un cas qui serait assez pédagogique, ce serait de venir mettre une goupille à l'arrière comme ça. Comme ça, la pièce est libre de rouler. Elle va venir s'asseoir sur la surface D, puis ensuite on serre l'étau. Là, on a de beaucoup plus grandes chances que ce soit la surface D en dessous qui soit la surface qui possède 3 points d'isostatisme bloqués. Puis on aurait 2 points d'isostatisme bloqués par le mort fixe. On a quoi? On aurait une translation de bloqué et on a une rotation. La pièce ne peut pas tourner comme ça à cause du mort fixe. Mais il y a une rotation qui est encore permise comme ça. C'est ce qui va permettre de bien s'asseoir sur le fond de l'étau. Mais là, il y a encore l'interrogation. Si on regarde l'angle de gauche à droite, le mort mobile va-t-il assurer un bon appui? Lorsqu'on serre, l'étau pousse grâce à une vis qui est ici. Donc la hauteur de la poussée est environ comme ça. La réaction est à la hauteur de la goupille. Alors on a deux forces qui ne sont pas dans le même plan. Qu'est-ce que ça cause, ça? Ça cause une rotation, donc un couple. Alors, ça fait tourner le mort mobile, ça le fait basculer vers l'arrière. Puis là, la force s'applique sur le bas de la pièce ici. Puis là, il y a un danger que la pièce se décolle du fond de l'étau, que la rotation du mort mobile fasse en sorte que la pièce se soulève. Ici, il ne faudrait pas qu'il y ait une possibilité que le dessous du mort mobile puisse venir pousser sur la pièce. Comment on pourrait régler ça? C'est en ayant un point de poussée unique. Puis si on peut le faire symboliquement, on pourrait dire, ou même physiquement jusqu'à un certain point, avec une bille qui appliquerait un effort ponctuel, c'est-à-dire en un seul point. Là, à ce moment-là, on est sûr que c'est au milieu de la pièce. Bon là, et voilà. Ça, c'est un montage où on peut dire qu'au niveau physique, on est assuré qu'il y a 3 points d'isostatisme qui sont bloqués par le fond de l'étau, 2 points par le mort fixe et 1 point par le mort mobile, c'est-à-dire que la force de friction appliquée par le mort mobile va bloquer la translation latérale de gauche à droite. Le problème, c'est que ce n'est pas très pratique à utiliser de cette façon-là. On va voir une meilleure méthode tantôt. Bon, maintenant, admettons que je veuille fraiser la surface C perpendiculaire à la surface A. Ce qui serait pratique, ce serait plutôt de appuyer la surface A sur le mort fixe, puis d'assurer que la pièce puisse tourner comme ça, pour être sûr qu'elle soit appuyée sur le mort fixe. La rotation dans l'autre sens comme ça, c'est le fond de l'étau qui va assurer le positionnement, donc d'assurer un certain parallélisme entre D et C selon le grand axe. Mais la perpendicularité entre C et A serait assurée par le mort fixe. Pour ça, je pourrais mettre une goupille sous la pièce. Donc là, la pièce est encore libre de rouler comme ça, de tourner. Je bloque deux. Il y a quand même 2 points d'isostatisme qui vont être bloqués par le fond de l'étau, c'est-à-dire la position verticale. Il y a une translation verticale, comme ça, qui est bloquée, et la rotation dans cet axe-là. Mais il y a le 3e degré de liberté est laissé libre, et c'est le mort fixe qui va bloquer 3 degrés de liberté. Puis ensuite, pour compléter notre positionnement isostatique, on viendrait mettre notre bille. C'est pas très pratique d'ailleurs à installer une bille dans un cas comme ça. Mais pour conceptualiser comme il faut la fixation, là, on voit bien qu'il y a 3 points d'isostatisme qui sont bloqués par le mort fixe, 2 points sont bloqués par le fond de l'étau, et encore une fois, 1 point bloqué par le mort mobile. Alors ici, je ferai un fraisage où ma surface de référence, c'est la surface A à l'arrière, qui est bien verticale. Donc, en fraisant C, C serait perpendiculaire à A.
Puis en même temps, je pourrais m'assurer que C dans le grand axe est parallèle à D. Mais dans le petit axe comme ça, la position angulaire comme ceci entre C et D n'est absolument pas garantie, elle est inconnue. Là, ce qu'on fait ici, c'est plutôt une perpendicularité. Bon, c'est pas très pratique à utiliser une goupille et une bille. On va voir une meilleure méthode. Donc, une meilleure méthode, qui est peut-être un peu moins haute technologie, mais qui dans les faits va s'utiliser beaucoup mieux. Vous dégainez votre tuyauterie de salle de bain, dans laquelle, en général, vous trouvez deux parallèles. Comme on sait, les parallèles doivent avoir deux surfaces parallèles entre elles. Ici, nos surfaces les plus fiables sur ces parallèles, ce sont les surfaces étroites. Puis là, on va glisser la parallèle sous la pièce. Alors, dans un cas comme ça, la surface d'appui sur la surface A est beaucoup plus grande que la surface entre C et la parallèle. Donc, la pièce peut tout de même rouler un peu malgré que ce soit une surface plane. Puis si je viens appuyer le mort fixe, bien, c'est certain que c'est le mort fixe de l'auto qui va gagner et non pas le fond de l'étau. Puis, en guise de bille, on va prendre un matériau flexible qui va permettre d'épouser la forme de la pièce puis de faire en sorte que le mort mobile va appliquer une charge assez uniforme, mais qu'elle ne soit pas trop basse, s'assurer qu'elle est pas mal au centre de la surface. On va prendre un matériau déformable tel qu'un contreplaqué. Et même si j'entends d'ici les rires, c'est une technique qui est très utilisée. Puis là, on vient serrer l'étau. Puis, on peut voir le mort mobile qui s'est légèrement refermé. Donc, la pièce de contreplaqué s'est écrasée. Alors, dans une situation comme ça, on est certain que la surface qui bloque 3 degrés de liberté, c'est le mort fixe. La parallèle assure un parallélisme entre C et D sur le grand axe, mais elle laisse la rotation possible pour s'appuyer sur le mort fixe. Et le mort mobile bloque un seul point d'isostatisme, puisque malgré l'apparence de la pièce de bois, eh bien, l'angle selon un axe vertical, c'est le mort fixe qui va le contrôler et non pas le mort mobile. Puis puisque la pièce de bois peut s'écraser, il n'y a pas de danger qu'il y ait une concentration de contrainte, par exemple, à la base de la pièce de bois. Ça va plutôt être une charge qui va être uniforme à peu près au centre. Donc, on a un montage qui est équivalent, ou presque, à ce qu'on avait juste avant. Cependant, c'est beaucoup plus facile à utiliser. La parallèle n'est pas tout le temps en train de se sauver. Puis la bille, c'est très difficile à installer. Et de plus, dans les faits, la goupille et la bille ont tendance à marquer les pièces d'aluminium lorsqu'on fait du serrage. C'est pour ça qu'on va utiliser un montage comme celui-là. Autre cas qui est possible qu'on trouve, c'est lorsqu'on veut faire deux surfaces parallèles entre elles. À ce moment-là, on prendrait deux parallèles. Admettons que je vais fraiser la surface B parallèlement à la surface A. À ce moment-là, je viendrai installer la pièce sur deux parallèles. Mais là, si je serre la pièce avec la pièce de contreplaqué, là, je suis plus très certain si c'est la surface A qui est appuyée sur mes deux parallèles ou si c'est la surface C qui est appuyée sur le mort fixe. Donc, il faudrait que je mette l'équivalent de deux pièces de bois. On sait que dans le modèle de tantôt, ça aurait été une goupille à l'arrière. Puisque les goupilles, on n'aime pas ça parce que ça marque les pièces. On va mettre des pièces de bois. Donc ainsi, si j'appuie bien sur la pièce pendant que je fais le serrage, je suis assuré
que le fond de l'étau bloque 3 points d'isostatisme. Dans un cas comme ça, on a une situation un petit peu ambiguë où on n'est pas certain qu'on a bloqué 6 points d'isostatisme parce que l'angle, selon un axe vertical, on ne le connaît plus parce qu'on a 2 pièces déformables à gauche et à droite. Donc, la pièce de bois, dans ce cas-ci, c'est moins utile qu'une goupille. Sauf que lorsqu'on va fabriquer la pièce, on va commencer par faire les surfaces A et B. Alors, l'angle des surfaces C et D sont encore des surfaces brutes. Leurs angles sont inconnus et inutiles pour l'instant parce qu'ils ne sont pas usinés encore. Donc, ce qu'on va s'assurer, c'est que A va être parallèle à B. Puis ensuite, quand on va fabriquer C et D, là, on va en tenir compte de la position de A et B. Alors, C et D sont 2 surfaces brutes. C'est pour ça qu'on peut mettre des pièces de bois de chaque côté. Puis, tantôt, on verra comment on va pouvoir bloquer, comme il faut, 3 degrés de liberté sur un plan, 2 sur l'autre et 1 avec le mort mobile. Alors, on pourrait s'amuser à regarder un cas extrême où ce serait très utile de contrôler le nombre de points, le nombre de degrés de liberté qu'on contrôle sur une surface. C'est qu'on a ici une pièce très quelconque. Donc, il n'y a à peu près aucune surface qui est parallèle à une autre ou perpendiculaire. Alors, si j'essaie de fixer une pareille pièce dans l'étau, regardons ce que ça donne. Alors, si je serre, tout d'abord, on se rend compte que le mort fixe va toucher à gauche, bien avant de toucher à droite. Alors, la pièce va être surtout tenue à gauche. Puis en plus, regardez, quand je serre, la pièce se soulève. Puis là, il y a un serrage qui est ponctuel, c'est-à-dire à peu près en un seul point. Puis là, la pièce, je n'arriverai jamais à la tenir dans l'étau. Mais pourtant, ces surfaces-là sont des plans. Alors, je peux bien positionner la pièce au fond. J'aurai 3 points d'isostatisme bloqués au fond. Ici, j'ai un plan. Alors, je pourrais bien mettre une goupille pour en bloquer 2 autres. Alors, je suis encore stable. Puis ensuite, je pourrais bloquer un 3e point, le 6e degré de liberté. Je pourrais le bloquer avec une bille. Bon, là, ici, l'angle est tellement important que la bille risque de glisser. Je pourrais prendre même une pièce de bois que je mets verticale parce qu'il y a un angle qui est tellement important entre la surface et le mort mobile que la pièce de bois, il faudrait l'écraser énormément. Alors, si je mets ma pièce verticale comme ça, eh bien, je peux serrer ma pièce. Puis là, s'il y a des petits mouvements qui déplacent la pièce puis qui la soulèvent du fond, après ça, j'aurais simplement à prendre un marteau anti-rebond, lui donner quelques coups et bien asseoir la pièce au fond de l'étau. Et j'ai une pièce qui est parfaitement solide. Bon, ici, évidemment, j'aurais la difficulté à fraiser à cause de la pièce de bois. J'aurais simplement à m'en prendre une plus petite. Et ma pièce est très solide dans l'étau. J'ai bloqué 3 points d'isostatisme ou 3 degrés de liberté avec le fond de l'étau. J'en ai bloqué 2 avec le mort fixe. Puis j'en ai bloqué un 6e avec le mort mobile et une pièce de bois qui épouse la forme, qui peut permettre d'adapter la forme qui est très oblique de la pièce à celle du mort mobile, qui est relativement parallèle au mort fixe. Donc, quand on contrôle le nombre de degrés de liberté sur une surface, le nombre de degrés qu'on bloque, on arrive à tenir des pièces de forme très bizarre, très solidement. Alors, on sait que nos parallèles vont nous servir dans 2 situations. Par exemple, si on veut fraiser B parallèle à A qui est en dessous, on devra mettre 2 parallèles. Puis si on voulait fraiser